Bonjour à tous. On attendait quelques minutes pour que tout le monde arrive, donc je pense qu'il y a encore des personnes qui vont arriver, mais on va commencer pour ne pas prendre trop de retard. Donc tout d'abord, bienvenue à cette web rencontre sur le thème des clauses sociales dans les marchés publics. Merci pour votre présence aujourd'hui pour cet événement en visioconférence. Donc en fait, la Fabrique Emploi et Territoire, on a souhaité mettre en lumière les clauses sociales dans les marchés publics parce qu'en fait, la Fabrique porte un guichet dédié aux clauses sociales qui coordonne les clauses sociales sur le département de la Nièvre depuis quelques années maintenant. Et en fait, cette web rencontre, elle a pour but de vous donner un premier niveau d'information sur la thématique. Et après, pour tout renseignement ou tout accompagnement, les deux facilitatrices sont à votre disposition pour vous accompagner sur les clauses sociales, pour les intégrer dans un marché ou plusieurs marchés. On va donc se présenter, donc je vais laisser ma collègue se présenter. Alors, Karine, il y a des gens qui ne t'entendent pas. Ah, mince. Je vois dans la conversation. Merci de suivre. Si c'est bon, a priori, ça fonctionne. Bon, mais comme notre connexion est instable, malheureusement, ça peut arriver, donc c'est un petit peu dommageable pour une webconférence. Donc, je proposais à ma collègue Maëva Pavie de se présenter. Oui, donc voilà, Maëva Pavie, donc facilitatrice des clauses sociales sur le département. On a un petit décalage, c'est peut-être pour ça que ça va être un peu bizarre à des moments. Donc, je me présente, donc Karine Regnault de la Fabrique, également facilitatrice au sein de la Fabrique. Alors, ce que je vous propose pour le bon déroulement du webinaire, déjà, c'est on vous propose de couper votre caméra et micro suite à l'introduction pour y gagner un petit peu de bande passante parce que malheureusement, notre connexion est plus qu'instable. Donc, désolé s'il y a des moments où vous nous perdez ou qu'on a un grand décalage. On va essayer de faire notre maximum sur ce côté-là. Et après, vous pourrez poser des questions parce qu'on souhaite quand même que ça soit le plus dynamique possible. Vous pourrez poser des questions, soit une première possibilité via le petit item discussion. Donc, c'est au milieu, en bas de votre écran. Et vous pourrez poser des questions en mode discussion ou à la fin de chaque item, on va vous donner un temps questions-réponses et vous pourrez poser votre question. Et lorsque vous posez votre question, bien sûr, vous pouvez réactiver micro et caméra pour qu'on puisse vous voir. Et pareil pour les intervenants, vous pourrez réactiver micro et caméra pendant votre intervention. Alors maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser Maëva la parole, mais si j'ai bien compris, elle ne peut pas prendre la parole, c'est ça? Non, je t'entends. D'accord. Eh bien, on va enlever le micro et on va faire à deux. Donc, désolé, on s'adapte vu notre connexion très instable. Ma collègue va venir à côté de moi pour pouvoir... Désolée de cette petite difficulté. On va s'adapter. Alors... On t'entend très bien. Ah bon, c'est déjà pas mal. Hop. Sinon, c'est tout bon côté, c'est bon. Et bien voilà, Maëva va débuter pour vous présenter qu'est-ce qu'une clause sociale. Désolée pour ce contretemps technique. Alors du coup, petit point clause sociale, donc KESACO. Donc pour petit rappel, c'est un outil juridique qui est prévu dans le Code de la commande publique et qui permet de réserver une partie du travail à un public éloigné de l'emploi, donc grâce au marché public. Alors, c'est-à-dire que les entreprises qui répondent à vos marchés ont une obligation de recruter des personnes qu'on aura validées dans le cadre des clauses sociales pour réaliser leurs engagements et leurs obligations dans ce marché. Donc, il faut retenir 3 mots pour permettre que les clauses sociales se déroulent le mieux possible dans les marchés. C'est volonté, adhérer et accompagner. Donc, une volonté politique, donc afin d'intégrer des clauses sociales dans les marchés de vos territoires. Une adhésion des services, donc il faut que les techniciens soient sensibilisés et convaincus par ce dispositif. Donc sur ce point-là, on y reviendra, mais il ne faut pas hésiter à nous faire intervenir auprès de vos équipes
pour qu'on puisse être le plus clair possible dans notre accompagnement. Et donc, l'accompagnement spécifique pour les acheteurs, donc par le biais du guichet unique sur tout le territoire de la Nièvre. Donc, à travers cette web rencontre, on va vous proposer plusieurs petits quiz pour essayer de rendre vivant cet échange. Donc là, on va faire apparaître le premier. Donc, normalement, vous avez tous le quiz qui est apparu sur vos écrans. Donc, d'après vous, quel type de marché peuvent inclure des clauses sociales? Donc, on vous laisse répondre. On attendait que tout le monde vote, donc je pense que la plupart d'entre vous ont voté, presque. Alors, donc, d'après vous, tout type de marché. Donc, oui, c'est la bonne réponse. Donc, c'est travaux TP, espaces verts, restauration, portage de repas, nettoyage, prestations intellectuelles. Alors, tous les marchés, sauf les marchés d'assurance, où dans ceux-ci, on ne peut pas inclure de clause sociale, c'est un peu trop compliqué. Voilà. Donc, je laisse la parole à Karine pour faire la suite au niveau de faire la suite. Voilà, donc je vais reprendre le relais par rapport, on souhaitait vous présenter après les bénéfices d'intégrer des clauses sociales, tant au niveau pour les acheteurs que pour les entreprises, tant pour les personnes qui recherchent un emploi et qui ont des difficultés à trouver sur le territoire. Donc pour cela, je vais demander en fait à Madame Reminier de Nièvre Habitat, qui est directrice générale à Nièvre Habitat, de nous indiquer, selon elle, quels sont les intérêts d'intégrer une clause sociale dans un marché public. Oui, bonjour à tout le monde. Alors effectivement, chez Nièvre Habitat, la pratique des clauses sociales, elle est ancienne. Alors, on ne vous entend pas du tout, Madame Reminier. Et pourtant… Moi, je l'entends très, on entend, bien. Si, on entend Karine. Bon, alors je vais continuer. Madame Reminier, on ne vous entend pas. Si, on entend. Ah mince, attendez. Moi, on entend aussi. Bon, Karine, c'est toi qui n'entends pas, en fait. Alors, on est désolé, on n'entend pas Madame Reminier. Ah bon. Bon, alors je continue. Donc, je vous disais, oui, que chez Nièvre Habitat, la pratique des clauses sociales insérées dans les marchés, c'est quelque chose qui date de plus de 20 ans. C'est une pratique régulière. Pour nous, ça fait partie des valeurs même que l'on porte en qualité de bailleur social, de pouvoir développer ce qu'on appelle, nous, en interne, finalement, le circuit court de la clause sociale. C'est-à-dire que l'idée est vraiment de faire profiter d'une partie des travaux des publics les plus éloignés de l'emploi. On a près d'une centaine de marchés de travaux chaque année, et donc on intègre effectivement des clauses sociales. On travaille historiquement avec la RIC BTP, puisque c'est l'interlocuteur qui va travailler du côté des entreprises prestataires sur la recherche de publics qui pourraient en bénéficier. Et puis, nous sommes adhérents à la fabrique Emploi et Territoire, préalablement Maison de l'Emploi et de la Formation, sur ce qu'on appelait le guichet unique et qui aujourd'hui nous permet un accompagnement dans l'élaboration de nos marchés. Alors, nous, on a centré beaucoup les clauses sociales historiquement sur les marchés de travaux. On mène une réflexion actuellement pour pouvoir les intégrer sur d'autres types de marchés. On vient de voir que ça pouvait être le cas dans différents marchés, que ce soit de fourniture, de services ou de prestations intellectuelles. Encore une fois, pour nous, l'objectif, c'est vraiment de boucler localement une boucle entre nos investissements, les activités que ça génère pour le secteur bâtiment travaux publics et finalement les bénéficiaires qui peuvent être aussi nos propres locataires ou des personnes en recherche de logement. Donc, on voit un intérêt direct, effectivement, à faire cette boucle localement.
Je ne sais pas s'il y a des questions ou des demandes de compléments et si vous m'entendez du côté de la fabrique. Oui, oui, on vous entend. Désolée, on a vraiment des problèmes de connexion, mais ça y est, on vous entend de nouveau. Est-ce qu'il y a des questions à adresser directement à Madame Remillet? Alors, je suis désolée, moi, je pourrais peu rebondir parce que je n'ai pas entendu le début. Mais non, personne n'a de questions. Moi, j'aurais une question, si ça vous Vas-y, embête Élise. pas. Je ne sais pas si vous avez le droit de communiquer là-dessus, Madame Remillet. Est-ce que vos projets actuels en clause sociale, marché public? Nos projets actuels, tous nos marchés de travaux, c'est-à-dire que nous, on a systématisé les choses. On ne fait pas sortir un seul marché de travaux sans mettre de clause sociale dedans. Donc, tous nos marchés de travaux, par nature, intègrent un volume de clauses sociales. On a un peu plus de difficultés, j'avoue, sur les démolitions, puisqu'il y a une partie amiante qui nécessite des qualifications importantes et qui sont absolument indispensables. Donc, sur les démolitions, on réfléchit actuellement à orienter les clauses sociales plutôt sur des tâches de nettoyage, d'entretien des sites, d'évacuation éventuellement de matériaux ou gravats, mais c'est vrai que la question de l'amiante est forcément difficile. Par contre, sur tous nos marchés de réhabilitation, rénovation thermique, construction neuve, tous nos marchés sont closés. Merci. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, mais merci en fait, beaucoup. on ne fait pas de tri dans nos marchés, on intègre systématiquement. Ok, merci. Et Merci. du coup, j'ai une question sur les marchés. Donc, c'est systématisé. C'est par rapport au montant des lots où ça dégage un Oui. temps, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Et en même temps, tous nos marchés de construction neuve, réhabilitation, on évite sur des projets d'ampleur qui, du coup, génèrent un nombre d'heures assez conséquent. Et vous avez pu constater déjà si certains bénéficiaires ont pu être embauchés par la suite ou... Oui, alors c'est un suivi qu'on demande. On a un bilan chaque année. On fait le point sur la totalité de nos marchés closés et sur l'effet sur les bénéficiaires, c'est-à-dire qu'on a le nombre de bénéficiaires et on sait ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire qu'en faisant des bilans chaque année, on a une traçabilité intéressante où on voit qu'effectivement, on a un cheminement vers l'emploi durable qui est relativement intéressant avec des entreprises qui jouent le jeu. Nos entreprises prestataires jouent bien le jeu pour la plupart. Il y a toujours quelques exceptions. Mais ça nous permet aussi de voir si ça débouche sur des CDD, voire des CDI. On a des CDI chaque année. Donc, on a vraiment une évolution et des entreprises à qui ça permet, je pense, de tester les personnes, de les qualifier, bien sûr, de les former, mais aussi de les tester. Et finalement, ça finit par constituer un vivier qui, quand les entreprises sont en recherche d'employés, finissent par puiser dans ce vivier et gardent les personnes. Donc, on a des très belles aventures qui se créent de cette façon-là, avec effectivement des débouchés sur des contrats un peu plus sérieux et surtout sur la durée. Donc, on a un suivi des bénéficiaires. Alors, il est anonymisé parce que ce n'est pas le nom des personnes qui nous intéresse le plus. C'est surtout la quantité et le déroulement professionnel qu'ils peuvent retrouver au travers de ces mises à l'épreuve, en fait. Madame Coulon, vous vouliez poser une question, non? Pardon, oui, juste un point, pas une question, et c'est certainement un peu trop tôt dans cette réunion, dans cet échange pour l'évoquer, mais je serais intéressée à un moment qu'on vienne sur les marchés qui ne sont pas des marchés de travaux, mais qui sont des marchés plus de prestations intellectuelles, éventuellement des marchés de maîtrise d'œuvre, et comment, de votre côté, vous avez peut-être déjà été confronté à ça, et voilà, sur la question de fond, est-ce que c'est vraiment porteur comme type de marché? On met de côté la question et on répondra. Merci, Madame Coulon. Je vous en prie. Alors, si je peux me permettre, il y a Madame Chaperon qui a laissé une question aussi sur la discussion.
Parfait. Alors, Oui, Karine. donc, Madame Chaperon, vous voulez poser votre question? Donc, je pense qu'elle n'a pas de micro et c'est pour ça que… D'accord. Alors, je vous laisse lire la question, Maëva. Donc, comment choisit-on les travailleurs et quel est le cheminement après la mise en place du marché? Donc là, c'était le troisième point qu'allait aborder Karine sur les personnes bénéficiaires des clauses sociales. Donc, comment choisit-on les travailleurs? Alors, ils nous sont envoyés par les partenaires de tout le territoire pour vérifier déjà s'ils sont éligibles à la clause sociale. Et ensuite, ils sont rencontrés, alors on en parlera un petit peu plus tard, mais par notre partenaire qui est la RIC BTP, qui s'occupe de tout, qui est chargé de la mission de s'occuper de tout ce qui est volet BTP, donc de rencontrer les personnes, de les valider, de permettre à l'entreprise de rencontrer ces personnes. Donc, sur ce volet BTP, voilà, peut-être que Sébastien voudra un peu plus développer sur cette partie-là. Et sur le côté service, donc c'est nous, donc on reçoit les candidatures et ensuite on les propose aux entreprises qui sont concernées. Et quel est le cheminement après la mise en place du marché, c'est-à-dire, alors je ne sais pas s'il n'y a pas de micro, c'est ça, hein. Alors, le cheminement, le suivi par rapport à la personne, c'est peut-être ça que vous souhaitez savoir? Oui, d'accord, très bien, merci. Donc, le cheminement, donc pour le BTP, voilà, c'est la RIC BTP qui suit la personne pendant toute la durée du chantier, qui va rencontrer l'entreprise sur le terrain, qui fait le point avec eux, qui va faire des évaluations et qui va aussi proposer des consolidations dans l'emploi via des contrats de professionnalisation, des contrats, voilà, tous les contrats en alternance, des parcours de formation, des contrats un petit peu plus durables, etc., mais qui va faire tout ce lien avec l'entreprise. Et à la fin du marché, la personne, il y a un bilan qui est fait et qui pourrait être reproposé sur d'autres chantiers, d'autres missions. Le but, c'est de vraiment proposer des parcours longs aux personnes qui intègrent le dispositif des clauses sociales. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Madame Chaperon? Est-ce que c'était clair? Oui, très bien. On Oui, il y va… avait une question, juste peut-être, alors je ne sais pas si c'est le moment, mais il y avait une question par rapport à, peut-être pour Nièvre Habitat, par rapport à la généralisation de l'EBE sur le territoire nivernais. Voir s'il y avait des difficultés sur la mise en œuvre des clauses sociales. Qu'est-ce que c'est que l'EBE? Je ne connais pas l'acronyme, excusez-moi. L'entreprise à but d'emploi. Ça marche, merci. Donc ça, c'est sur l'expérimentation territoire zéro chômeur. Bonjour Frédéric. Non, moi, je n'ai pas noté de difficultés particulières suite à la généralisation de ces dispositifs. Je pense qu'il faudrait plutôt laisser la parole du coup à Monsieur Marion de la RIC BTP, qui est en relation directe avec les entreprises qui sont nos prestataires et qui… faut le comprendre, hein, au travers de nos marchés, sont tenus d'intégrer des personnes du fait de ces clauses sociales. Et donc, tout le travail est effectivement de mettre en relation des bénéficiaires potentiels avec les entreprises qui vont les encadrer, les recruter et donc leur apporter ce travail-là. Je vais peut-être laisser Monsieur Marion s'exprimer en complément. Bonjour à tous. Nous, ce qu'on a pu mesurer, c'est par rapport à l'entreprise à but d'emploi aujourd'hui, c'est plus sur le territoire du Morvan où on rencontre certaines personnes et elles sont dans l'attente parce qu'elles aimeraient rentrer sur l'EBE et elles ne veulent pas prendre le risque de prendre une mission parce qu'elles doivent être demandeurs d'emploi depuis un certain temps avant de pouvoir intégrer l'EBE. Donc, on rencontre certaines personnes qui nous disent écoutez, je ne voudrais pas me pénaliser et juste pour prendre une petite mission dans le cadre des clauses. Mais ce n'est pas une généralité, mais on a reçu quelques personnes qui ont tenu ce discours.
Mais ça, c'est uniquement sur le territoire du Morvan, on va dire. Sur Nevers, on n'a pas cette difficulté-là. Je vous remercie pour votre réponse. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut poursuivre. Donc, alors, je voulais demander maintenant l'intervention de M. Cointat, maire de Tracy-sur-Loire et président de la communauté de communes Cœur de Loire, de nous indiquer, selon lui, quelles sont les opportunités offertes par les clauses sociales aux entreprises attributaires, en sachant que je pense Mme Reminier a un petit peu expliqué sur ce point en début d'intervention, mais comme je n'ai pas pu entendre, voilà, il y aura peut-être des petites redites ou des explications avec d'autres vocabulaires. Donc, je vais laisser M. Cointat nous expliciter ceci. Bien, bonjour tout le monde. Oui, je vais faire part de notre petite expérience. Nous avons bénéficié des clauses sociales sur un chantier de la commune de Tracy. C'était concernant la construction des ateliers municipaux, un chantier important pour nous. Et quand ça nous a été proposé, nous ne savions bien sûr pas comment ça fonctionnait, mais on s'est rendu compte rapidement des avantages pour tout le monde, y compris pour les entreprises, qui peuvent, pour certaines, percevoir au départ la clause sociale comme une contrainte, mais rapidement, l'entreprise étant accompagnée pour trouver du personnel correspondant à la clause, elle passe de l'appréhension et considère que la clause sociale est vraiment une opportunité, et pour plusieurs raisons. On connaît tous les difficultés de recrutement, notamment que les entreprises ont, et ça permet de repérer, de recruter des profils intéressants en local. C'est le premier point. Ensuite, ça va permettre de répondre aux besoins de main-d'œuvre ponctuelle sur des contrats plus ou moins courts. Et bien évidemment, le rôle de l'entreprise en général, c'est de transmettre leur savoir-faire, leur culture d'entreprise. Et en fait, quand les entreprises ont assimilé ces avantages, elles se rendent compte que vraiment la clause sociale, c'est très bien pour eux aussi, en plus d'être bien pour les collectivités. Merci pour votre témoignage. Merci. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compléter les propos de Mme Reminier, même si je ne les ai pas entendus, et de M. Cointat. Donc, au niveau des acheteurs, ce que je voulais un petit peu compléter, donc intégrer une clause sociale, c'est déjà pour l'acheteur, c'est répondre en fait à une obligation légale inscrite dans le code de la commande publique. Alors, je m'explique un peu. En fait, c'est la partie un peu technique de la webconférence, mais ça va être rapide. C'est l'article 21.11 du Code de la commande publique qui, en fait, demande à l'acheteur de prendre en compte des objectifs de développement durable sur 3 volets, sur le volet social, environnemental et économique, lorsqu'il définit son besoin dans le cadre d'un marché public. Donc, les clauses sociales, forcément, elles sont dans le développement durable sur le volet social. Donc, cet article, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que tout marché doit être interrogé s'il peut intégrer une clause sociale ou non. Et l'acheteur doit être en capacité de justifier qu'il s'est bien posé cette question. Donc, par exemple, quand les communes, communautés de communes, nous interrogent au niveau du guichet s'ils peuvent inclure une clause sociale sur tel marché, nous, on répond par mail. Donc, c'est une preuve qu'ils sont questionnés. Donc, si ce n'est pas possible, on met que le marché n'est pas adapté à une clause sociale. Et si c'est possible, on fait nos préconisations, quelle clause sociale, et on accompagne sur toute la partie pièces de marché. Mais ça, on précisera à la fin de la webconférence. Aussi, mais ça, je pense Mme Reminier l'a bien expliqué, intégrer une clause sociale, c'est déjà avoir un engagement fort envers sa population, la population qui est plus éloignée de l'emploi, parce que ça permet d'avoir une double action, par exemple réhabiliter un bâtiment et en même temps avoir une action sociale envers la population qui a des difficultés pour intégrer le monde du travail. Concernant les personnes qui rencontrent des difficultés à décrocher un emploi, les clauses sociales, ça leur permet déjà d'accéder à un emploi rémunéré. Donc déjà, c'est une première chose importante, avoir une reconnaissance aussi sociale en ayant un emploi.
Ça leur permet aussi de découvrir des métiers qui recrutent localement et où il y a des possibilités de formation également, que ce soit des formations en interne ou en centre de formation. Et ces clauses sociales aussi permettent de développer des compétences, des savoir-être et aussi de se faire un réseau d'entreprises sur le département de la Nièvre. Donc, si elles connaissent une entreprise sur un marché, mais une entreprise d'un autre lot voit cette personne au travail, des fois, ça arrive que la personne, après, soit recrutée sur un autre corps du métier du même marché parce que l'entreprise a repéré ce salarié. Et le salarié a de plus en plus de chances d'avoir un contrat un peu plus long ou plus périn avec une des entreprises du marché ou du réseau. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'intérêt d'intégrer des clauses sociales? Donc, on a déjà eu un petit temps de questions tout à l'heure, mais si vous avez d'autres questions. Oui, j'aurais une question. Est-ce qu'il y a des corps de métier justement où on a constaté plus de difficultés par la technicité ou justement des qualifications? Je pense par exemple au lot d'électricité. Est-ce qu'il y a certains lots où c'est plus approprié que d'autres en fait? Alors, vous parlez plus BTP Oui, du coup, plus BTP travaux, effectivement. Est-ce que Sébastien, tu veux préciser quelque chose? Marion? Non, voilà, il est peut-être plus connecté. Donc, en fait, Sébastien, non? Oui. Ouais, excuse-moi, je ne savais plus si tu étais… Est-ce que tu veux… Oui, évidemment, il y a des lots qui seront plus difficiles. Pas forcément l'électricité, parce qu'il y a même pour qu'une personne très peu qualifiée, toujours un peu de travail à réaliser, comme passer des gaines, hein, voilà, donc ça ne demande aucune compétence particulière. Il y a des lots comme par exemple l'ascensoriste, c'est toujours très compliqué. Madame Rémillet a parlé évidemment du désamiantage, là c'est complexe aussi parce qu'il faut tout un tas d'habilitations pour pouvoir intervenir sur ce type de chantier. Mais en soi, non, il ne faut pas, je pense, pour ce qui est BTP, il n'y a pas de difficulté particulière pour intégrer quelqu'un dès l'instant où il y a la volonté d'intégrer d'un côté et puis la volonté de travailler de l'autre. Hein. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci. Et par contre, du coup, pour compléter, est-ce que côté des personnes, des bénéficiaires, justement, il y a un retour en se disant des valorisations en fait, d'intervenir que justement sur des tâches pas forcément ingrates, mais pas intérêt, on ne voit pas tout quand on ne fait pas tout des fois de A à Z. Je ne sais pas s'il y a des retours. Pas forcément de dévalorisation, non, parce que les personnes, elles ont envie de travailler, d'apprendre un nouveau métier. Et si l'entreprise met en place, on va dire, un bon accueil et un bon tutorat, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas bien se réaliser. Donc non, il n'y a pas de mots. Bon, ça peut arriver, hein, c'est difficile de faire des généralités, mais non, globalement, les gens ne sont pas frustrés, même s'il s'agit de tâches basiques dans le bâtiment. Ok, merci. Donc, pour compléter un peu Sébastien, il a dit, donc forcément, les clauses sociales peuvent s'inclure dans tout type de lot, donc que ce soit électricité, plomberie, plâtrerie, peinture, VRD, espace vert, menuiserie également, pour vous citer un peu les lots que communément on inclut. Mais voilà, on inclut sur tout type de lot dans le cadre des marchés de travaux et sur les marchés de services qu'on en a moins parlé. Ça peut être des marchés d'espaces verts, des marchés de nettoyage des locaux, des marchés de portage de repas, on a déjà fait sur un autre département sur les fouilles archéologiques, ça peut être sur la restauration collective, ça peut être sur un bon nombre de corps de métier, sur tout ce qui est tri déchets également, dans les déchetteries également. Donc voilà, tout peut s'étudier. Voilà, les seules expériences négatives qu'on a eues au niveau national, c'est sur les assurances. Voilà, donc voilà. Est-ce que vous avez encore des questions?
Non. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Maëva qui va nous présenter quelques marchés. Merci Karine. Alors je vais être accompagnée de Madame Corbeau-Mougne qui est maire de Monceau-le-Comte. Alors je ne sais pas si la vidéo est activée, le son. C'est bon. Très bien, merci. Merci. Je vous laisse du coup présenter le marché qui s'est déroulé sur votre territoire. Tout à fait. Nous avons eu des gros travaux concernant notre église, puisque c'est des sujets souvent très importants pour une petite commune. Au début, nous avons été donc intégrés par l'intermédiaire de notre Comcom, qui est très, très performante en la matière. Et sur les appels d'offres, nous avons tout de suite été orientés sur ces fameuses clauses sociales qui ont porté bénéfice. Notre entreprise principale locale de Corbigny, je la cite, la SA Biodé, a pu bénéficier d'une embauche porteuse, puisque à la fin des travaux, des travaux qui ont duré une année, ils ont embauché cette personne, ce qui est quand même très important pour notre petit territoire. Et un petit plus, et très important aussi, il faut savoir que dans tous ces appels d'offres, nous avons donc bénéficié d'aides de l'État, dont la DETR, et le fait d'avoir cette clause sociale a permis d'avoir un abondement supplémentaire au niveau de la DETR. C'est très important aussi pour nos communes, il faut le savoir. Mais c'est surtout l'impact au niveau de la personne qui a été embauchée, et je pense que tout le monde l'a bien dit, c'est très important chez nous parce que nous avons souvent des problématiques de personnes un peu perdues dans la nature, entre guillemets, et qui ne savent pas trop où s'orienter. Et donc, l'aide de ces clauses sociales permet de les intégrer dans un nouveau cursus positif. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Oui, très clair, merci. Alors, pour éclairer un petit peu plus vos propos, par rapport à la DETR, en effet, il y a une bonification qui est en place, alors si je ne me trompe pas, depuis 2017, de 5% sur le territoire de la Nièvre, quand il y a un accord de la préfecture sur l'abondement de cette subvention. Alors, du coup, la personne, en effet, qui a été recrutée par l'entreprise Viodé, aujourd'hui, elle est toujours en CDI et sur ce marché, il y avait 105 heures prévues sur le lot Gros Œuvre VRD et cette personne a réalisé plus de 600 heures sur ce marché, ce qui a permis de travailler de longs mois sur votre église. Tout à fait. Et c'est très, très important de savoir que ça existe et que tout le monde peut en bénéficier quand il y a la possibilité de ce genre de travaux. Voilà. Tout à fait. Merci, Madame Corbeau. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Madame Courbet nous a rejoint. Elle vient de le faire à l'instant. Ah, très bien. Je la laisse. Bonjour, Madame Courbet. Ah, le son. Connexion en cours. Vient de l'accepter. Alors juste, on va peut-être présenter Madame Courbet, qui est DGS de la ville de Coulanges-les-Nevers et qui va nous présenter l'aménagement de la rue Villecourt sur la ville de Coulanges-les-Nevers. Madame Courbet. Non, elle n'est plus là. Ah si, Madame Courbet. Un souci de micro. Bon, si Madame Courbet, vous arrivez à vous connecter, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vais présenter ce que vous m'aviez envoyé et puis vous n'hésitez pas de me couper la parole et reprendre le détail de votre intervention si vous arrivez à vous connecter. Donc en fait, la commune de Coulanges-les-Nevers, ça fait 3 ans qu'elle inscrit des clauses sociales dans ses marchés de travaux. Alors cela n'a pas... Alors je lis ce qu'elle m'avait... ce qu'elle souhaitait vous transmettre. Donc, le fait d'inclure des clauses sociales n'a jamais posé de problème, de souci aux candidats. Ils ont toujours respecté leur engagement en matière de clauses sociales et ils sont même été au-delà des engagements sur leur marché. Madame Courbet vient de réussir à se connecter. Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Eh ben, je vous laisse reprendre la main parce que je commençais, mais merci, désolée. C'est gentil. Excusez-moi Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, on a plein de problèmes de notre côté, donc on sait ce que c'est. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuelle Courbet, je suis la directrice générale de la commune de Coulanges-lès-Nevers. Donc, je remercie la Fabrique de l'Emploi de nous avoir permis de témoigner sur les clauses qu'on inclut dans certains de nos marchés publics. Donc, ça fait 3 ans environ qu'on prévoit des clauses dans certains de nos marchés publics, alors, surtout des marchés publics de travaux. Ça n'a jamais posé aucun souci à aucun candidat. En tout cas, on n'a jamais eu d'entreprise qui nous a fait des remarques ou qui a rencontré des difficultés. Et elles ont généralement toujours pu répondre aux obligations des cahiers des charges et même parfois elles sont allées au-delà des heures qui étaient prévues dans les marchés publics. Donc là, le marché public dont je devais vous parler ce matin, c'est le marché de la rue de Villecourt. Donc c'est un marché public qui a été passé l'année dernière au mois de juillet, qui est en procédure adaptée pour la rénovation d'une rue qui fait 480 mètres de long et qui prévoyait donc travaux d'aménagement, donc un îlot séparateur, un cheminement piéton et l'implantation d'une haie bocagère. On avait aussi l'enfouissement de réseaux électriques et télécoms, des rénovations de l'éclairage public. Bon, les travaux sont toujours en cours. Hein. C'est un marché où il y avait 3 lots, où il y a 3 lots, puisqu'il est toujours en cours. Un lot voirie, sur lequel là on a pu mettre des clauses d'insertion, un marché signalisation et un marché espace vert. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est sur le marché voirie qui fait à peu près 400 000 € TTC qu'on a pu mettre 175 heures d'insertion. Voilà. Donc, le fait de mettre des heures d'insertion, bon, ça avait commencé sur la mandature précédente. C'était une opportunité pour la collectivité de participer à l'insertion des personnes en rencontrant des difficultés socio-professionnelles. Et puis, ça a permis aussi, alors ça n'a pas été le cas pour la rue de Villecourt, mais ça nous a permis pour d'autres marchés de pouvoir avoir des bonifications de certaines subventions, notamment au niveau de la DETR. Voilà, puisque en fait, on peut avoir 5% de subventions supplémentaires lorsqu'on prévoit des clauses d'insertion dans les marchés publics. Voilà, je ne sais pas s'il va y avoir des questions ou. Merci Madame Courbet. Alors, juste, je reviens sur les heures. En effet, il y avait 175 heures de prévues et 214 heures ont été qui étaient proches de la retraite et qui a permis à cette personne de travailler jusqu'à la veille de sa retraite et dans des bonnes conditions et avec une entreprise dynamique qui a pu intervenir sur ce marché-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces illustrations. Très bien, merci Madame Courbet. Du coup, je vais laisser la parole à Karine pour vous présenter les clauses en quelques chiffres. Mieux. Pardon, je parlais en étant micro fermé, donc ça ne marchait pas. Maintenant, on vous propose de mieux connaître l'ampleur des clauses sociales sur le département de la Nièvre. Donc, on va vous indiquer quelques chiffres clés. Alors, pour que ça soit le plus ludique possible, on va vous présenter aussi 2 petits sondages. Donc, on va lancer le premier sondage. Voilà, le voici. Donc, selon vous, depuis quelle année des clauses sociales sont incluses dans les marchés publics sur le département de la Nièvre? Donc, il y a 4 réponses possibles, 96, 2000, 2005, 2010. Donc, on vous laisse voter. Pour l'instant, les années 2000 ne sont pas... je commente en même temps les commentaires. Ne sont pas peu représentés.
Je pense que la plupart d'entre vous ont voté. Alors, hop. Donc, la majorité d'entre vous, pour 41%, a voté 2005. Donc, alors, il y avait en fait 4 personnes qui avaient la bonne réponse. Donc, les clauses sociales sont incluses sur le département de la Nièvre depuis 1996. Un des premiers marchés a été lancé avec clause sociale depuis 1996 et au niveau national depuis 1993. Donc, voilà, pour vous dire que la Nièvre est loin d'être en retard sur la thématique des clauses sociales. Voilà. On souhaitait également vous proposer un deuxième sondage, là sur la thématique des clauses en milieu rural. Donc là, selon vous, en 2020, quel pourcentage de marchés qui inclut une clause sociale sont en milieu rural? Donc ça veut dire combien de pourcentage de marchés sont en dehors de l'agglomération de Nevers, pour être plus précis. Donc, il y a soit 19%, 29%, 39%, 49% ou 59%. Vous laissez répondre. Donc, les résultats sont, selon vous, à 40%, à 45%. Pour vous, 39% des marchés incluent une clause sociale en milieu rural. En fait, en 2020, c'était 49%, donc 50%, la moitié des marchés étaient hors de l'agglomération de Nevers. Donc c'est quand même assez important, en sachant que juste l'année dernière, donc en 2019, c'était 40% des marchés qui étaient hors agglomération de Nevers. Donc il y a une certaine augmentation qui s'est faite en un an. Et pourquoi? Parce qu'on a beaucoup fait de promotion en dehors de l'agglomération de Nevers pour essayer de développer les clauses sociales sur l'ensemble du territoire de la Nièvre, parce qu'il y a des personnes en recherche d'emploi et en difficulté d'insertion sur l'ensemble du département. Donc, on souhaite que les clauses sociales soient développées sur l'ensemble du territoire. Donc, voilà pourquoi il y a de l'ampleur au niveau territorial sur les clauses sociales. Hop. Alors, après, oui, allez, vas-y. Juste avant de passer aux chiffres, il y a une petite question de Madame Parente. Donc, la période du Covid a-t-elle engendré des difficultés pour les entreprises à respecter les obligations? Donc, pas spécialement. Ça a été quand même malgré tout une bonne année qui s'est bien déroulée. On a eu une demande pour enlever les clauses sociales sur un marché où il n'y avait pas forcément nécessité de les enlever. Donc, on les a maintenues et elles ont été réalisées. Donc, après, les entreprises ont continué à jouer le jeu, à répondre à leurs obligations et à aller toujours au-delà des heures qui étaient prévues. Parfait. Merci Maëva de animer avec les questions qui arrivent au fur et à mesure. Et juste, je voulais préciser, tout à l'heure, je dirais qu'il y avait 49% des marchés hors agglo. Je voulais citer juste certaines communes où il y avait des clauses sociales en 2020 pour vous donner un peu d'illustration. Donc, il y a eu des clauses sociales sur Rouy, Prémery, Lusy, Saint-Pierre, Saint-Martin-d'Oeil, Decize, Infy, Saint-Loup, Brinon-sur-Beuvron, etc., etc. C'est pour vous dire que petites communes, moyennes villes, voilà, il y a bon nombre de communes qui ont été concernées par la clause sociale et j'en ai cité que quelques-unes. Karine, oui. Excuse-moi, peut-être un mot sur la démarche du conseil départemental. Tout à fait. Je pense que ça va booster la clause sociale sur l'ensemble du département, mais je te laisse la parole. Ou tu veux, vas-y, Catherine. Donc, le conseil départemental je vais mettre la caméra, c'est plus sympa. Voilà. Le conseil départemental a voté sa nouvelle politique territoriale 2021-2026, donc en février 2021. Elle intervient auprès des communes, auprès des intercos, particulièrement auprès des intercos via des contrats. Et cette année, différentes conditions d'attribution d'aide sont notées dans le nouveau règlement, dont l'introduction de la clause sociale.
pour tout investissement. Sachant que donc c'est avec la fabrique qu'on va travailler et la fabrique va étudier chaque marché et se poser la question, je fais le lien avec l'obligation juridique dont tu as parlé tout à l'heure, chaque marché devrait être questionné et donc introduire la clause d'insertion si c'est possible, et ça sera très certainement souvent. L'intérêt aussi, c'est que donc les contrats concernent l'ensemble du territoire départemental. Donc, chacun, petite commune, grande commune, moyenne commune et EPCI, maîtres d'ouvrage, pourront intégrer cette clause et devront intégrer. Voilà. Merci. Donc là, il y a juste une volonté politique. C'est une des conditions de base du départ, et la volonté politique, elle a été inscrite clairement dans le règlement. Merci Catherine pour ce complément totalement en lien avec ce que je venais de dire. Et donc, nous, on sera bien entendu à la disposition de toutes les communes et communautés de communes pour étudier les marchés dans le cadre de ce contrat de territoire avec chaque EPCI. Voilà. Et on souhaitait ensuite brièvement vous décrire quelques chiffres des clauses sociales en 2020. Donc, en 2020, il y a 64 000 heures qui ont été réalisées sur le département dans le cadre des clauses sociales, donc à peu près 40 équivalents temps plein. Alors, pour répondre aussi à la question de Madame Parent de tout à l'heure, donc là, nous, on a connu une réelle baisse des heures d'insertion par rapport à l'année 2019. On a 13% en moins d'heures réalisées. Mais alors, ce n'est pas du tout sur les travaux, les marchés de travaux, ni sur les marchés de services, parce que sur les marchés de travaux, on est à peu près stable au niveau chiffre. En marché de services, on a connu une augmentation sur les nombres d'heures, mais en fait, on a des marchés de fourniture de l'État. Et en fait, il y a une baisse drastique des commandes sur les marchés État de fourniture, mais ce qui est totalement compréhensible au vu du Covid. Donc là, on a eu une grosse baisse de 13% des heures réalisées sur ces marchés de fourniture de mobilier de bureau sur ces marchés État. Donc voilà, on a connu une baisse plus sur les marchés de fourniture. Après, en fait, il y a 61 marchés qui incluent une clause sociale. Et également, 25 acheteurs publics qui ont intégré des clauses sociales dans leur marché public. En 2019, il y en avait 20. Donc, petit à petit, il y a de plus en plus d'acheteurs qui incluent des clauses sociales dans leurs achats publics pour répondre alors à une obligation légale, comme on l'a précisé tout à l'heure. Et également, 258 personnes qui ont été bénéficiaires des clauses sociales en 2020. Donc, il y a encore peu de femmes qui sont concernées par la clause sociale. Il y a 13% de femmes qui sont bénéficiaires des clauses sociales sur le département de la Nièvre. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite aussi également développer les clauses sociales sur les marchés de services pour ouvrir les clauses sociales à un public féminin, à un public senior également, et pour pouvoir bénéficier à l'ensemble de la population nivernaise et pas une population très majoritairement masculine. Voilà, après, alors en sachant qu'on va vous envoyer le bilan 2020 des clauses sociales par mail suite à cette web rencontre. Et après, je souhaitais rapidement vous présenter le parcours d'une personne qui a été bénéficiaire des clauses sociales en 2020, et qui est toujours en 2021 d'ailleurs. Donc, on va appeler ce jeune homme Tom, qui n'est pas son prénom, mais on va l'appeler comme ça pour aujourd'hui. Donc, en fait, Tom, c'est un jeune homme de 19 ans, il réside à Château-Chinon. Il a été orienté par l'association intermédiaire Réussir dans le dispositif des clauses sociales. Il a été reçu par l'AREC BTP, qui est notre prestataire pour les marchés de travaux pour accompagner les entreprises dans leur recrutement dans le cadre des clauses sociales. Donc, ils ont reçu ce jeune homme pour évaluer son projet et le conseiller dans le cadre de ses recherches. Donc, dans le cadre de ces clauses sociales, ce jeune homme a travaillé 3 mois auprès d'une entreprise Riguefort, une entreprise de plâtrerie peinture. Et elle a travaillé avec cette entreprise via l'association intermédiaire Réussir pendant 3 mois. Et ce jeune homme, en fait, ne connaissait pas les activités liées aux peintures et plâtreries.
De ce fait, la RIC BTP a proposé à cette personne ainsi qu'à l'entreprise Reofort de conclure un contrat de professionnalisation pour 6 mois pour développer les compétences de ce jeune homme, Tom. Donc, Tom sera formé pendant 6 mois au métier peinture et plâtrerie. Et ce contrat va lui permettre d'obtenir les compétences attendues par l'entreprise et, si tout se passe bien pour lui, d'intégrer à terme cette entreprise. Donc voilà, là, c'est pour vous dire qu'un parcours peut commencer via des missions intérimaires, via une association intermédiaire, puis être consolidé par un contrat de professionnalisation et, si tout se passe bien pour l'entreprise et le jeune homme, se finaliser par un CDI, si tout se passe bien entre l'entreprise et ce jeune homme. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces quelques chiffres présentés? C'était juste pour vous donner une petite image en sachant que le bilan vous sera envoyé dans les prochains jours. Bonjour, Sophie Ribaillet du département. Bonjour. C'est pas forcément en lien avec les chiffres la question, c'est plutôt est-ce qu'il y a des communes EPCI qui ont des chantiers d'insertion, qui gèrent des chantiers d'insertion directement. Du coup, quand elles font des marchés aujourd'hui, sans forcément finalement avoir mis en place des histoires de clauses sociales, ils avaient déjà peut-être des fois l'habitude de réserver une partie des travaux pour ce chantier d'insertion. Du coup, c'est-à-dire aujourd'hui, si finalement la commune ou l'EPCI, on va dire, régularise sous la forme d'insertion de clause sociale sa procédure, est-ce que, en échangeant avec vous ou la RIC BTP selon le type de travaux, ils peuvent en priorité orienter les gens qui sont dans leur chantier d'insertion ou pas pour assurer ces heures-là? Alors, de toute façon, par exemple, on prend un exemple pour que ça soit peut-être un peu plus concret pour tout le monde. Alors, je dis n'importe quoi comme commune, hein, mais la commune de Prémery, qui est un chantier d'insertion sur son territoire. Bon, c'est pas au niveau de la Comcom, mais donc par exemple, elle réhabilite une école élémentaire. L'ensemble des entreprises auront une clause sociale à réaliser sur chaque lot. Et après, nous, on va prendre en compte les besoins de l'entreprise de plâtrerie peinture, par exemple. Et en fonction de ça, s'ils ont besoin d'une ou deux personnes, nous, on va contacter l'ensemble des partenaires en local et donc, bien sûr, le chantier d'insertion. Et donc, si le chantier d'insertion a une personne qui correspond aux besoins de l'entreprise, nous, on va la présenter à l'entreprise de plâtrerie peinture. Et si l'entreprise souhaite prendre cette personne plus qu'une autre qu'on aura présentée, le chantier d'insertion va suspendre le contrat et va pouvoir après mettre en relation l'entreprise et le candidat via une mission intérimaire, par exemple, d'insertion ou via une mission avec association intermédiaire Réussir, par exemple, sur le secteur. Donc j'entends bien votre réponse, mais donc il n'y a pas de priorisation. Le chantier d'insertion n'est pas prioritaire par rapport aux autres structures de l'insertion qui sont sur le territoire. Alors, souvent, il n'y a pas 50 000 partenaires, donc forcément, ils seront sollicités dans les premiers temps. Et dès qu'ils ont un candidat, de toute façon, en milieu rural, on n'a pas 10 candidats pour un poste, hein, souvent on en a 2-3 et on les présente pour l'ensemble. Donc, ou des fois, on n'a même qu'un candidat et on le présente à l'entreprise. Mais il n'y a pas de priorité, mais on va dire une priorité naturelle, on va dire, parce qu'on n'a pas 50 000 candidats. Et forcément, comme on privilégie le local, là, ce chantier d'insertion, il est en local, donc forcément, il sera sollicité. Et en milieu rural, les chantiers d'insertion sont un de nos pourvoyeurs de personnes qu'on propose dans nos entreprises. Que ce soit sur Corbigny, Prémery, sur le Morvan également. Très bien, merci. Et sur Nevers, bien entendu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, vu que le temps avance bien, je vais proposer à Maëva de poursuivre, qui va vous présenter comment on accompagne les acheteurs sur la démarche d'insertion. Merci Karine. Alors du coup, pour faire vivre les clauses sociales sur le territoire de la Nièvre, donc le guichet unique, comme disait Karine tout à l'heure, est porté par la Fabrique Emploi et Territoire, et on propose du coup un accompagnement clé en main à tous les acteurs concernés par cette clause sociale. Donc dans un premier temps, il y a l'appui et conseil auprès des acheteurs. Et là, c'est Élise Duquesne, qui est responsable des marchés publics à l'agglomération de Nevers, qui va pouvoir nous éclairer sur l'accompagnement
qu'on propose aux acheteurs. Oui, eh bien, bonjour. Alors, je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de voix parce que j'ai un gros mal de... j'ai un gros rhume, voilà. On t'entend bien, Élise. D'accord. Donc, du coup, nous, on travaille avec la fabrique déjà depuis quelques années. On a officialisé le partenariat en début d'année 2021 pour 3 ans. Donc, l'idée, c'est que nous, déjà, dans un premier temps, en début d'année, on détecte les marchés qui sont susceptibles d'être closés. Mais surtout, on fait un point avec Karine ou Maëva sur tous les marchés qu'on a recensés pour 2021. Et puis, elle nous donne en fait déjà un premier avis sur les marchés potentiellement closables, c'est-à-dire au regard de l'objet et au regard du montant. Donc ensuite, bon, il y a un petit peu de temps qui s'écoule, le temps que ça sorte chez nous. Donc nous, on monte le marché comme on a l'habitude de le faire. On fait des navettes avec Karine ou Maëva qui apportent leur expertise en ajoutant des clauses sociales ou si c'est un marché réservé, qui regarde également s'il est bien monté. Et puis qui commence déjà à faire le lien à partir de là, j'imagine, hein, avec les partenaires. Nous, ensuite, on publie ce marché. Donc, évidemment, on prévient la fabrique à emploi quand il est en ligne. On fait notre mise en concurrence comme d'habitude. On choisit l'entreprise la plus qualifiée. On notifie le marché et c'est donc à la notification du marché que nous, on redonne le bébé, hein, entre guillemets, à la fabrique. Pour qu'eux prennent contact avec les structures d'insertion et puissent commencer à faire le suivi du marché. Enfin, vous voyez, c'est très simple. Nous, en fait, à l'agglomération, on ne fait pas grand-chose. C'est vraiment Karine et Maëva qui font tout pour nous. Nous, on est juste là dans un travail de détection et puis la fabrique fait le reste avec le contact, le sourcing auprès des structures et puis surtout le suivi des chantiers et des prestations très important et ensuite on a droit à un beau bilan à la fin de l'année sur les heures réalisées, des statistiques également, je crois, qui reprennent pas mal de choses, hein, notamment sur l'égalité homme-femme, ce genre de données. Voilà, je ne sais pas si je suis assez exhaustive, mais s'il y a des questions, je suis à l'écoute. Merci Élise, c'était tout à fait clair, c'est exactement ça. Donc cette proposition de service, voilà, clé en main, où on accompagne l'acheteur à partir de la consultation, on va préconiser de l'insertion, si ça va être des heures réservées au public éloigné de l'emploi, ou ça va être un marché réservé, ou voilà, on va activer notre mallette d'outils clause sociale et on va proposer tous les documents aussi inhérents aux clauses sociales qui vont être intégrés au dossier administratif. Donc tout ce volet-là. Et ensuite, tu parlais, Élise, de nos partenaires. En effet, on anime également un réseau de partenaires sur tout le territoire de la Nièvre. Donc, on les réunit une fois par trimestre pour nous, ce qu'on appelle une revue de marché, c'est-à-dire pour informer les partenaires des marchés qui vont avoir lieu sur leur territoire, pour commencer soit à préparer leur public et les accompagnements qu'ils proposent, et à nous envoyer aussi des candidatures potentielles pour qu'on puisse avoir le temps de les rencontrer. Et ensuite, voilà. Donc, on est en lien permanent avec nos partenaires. Ensuite, on a tout le côté appui, conseil et accompagnement des entreprises. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure pour la partie BTP, c'est la RIC BTP qui s'en charge de A à Z et qui va être en charge de contacter les entreprises, de recueillir les besoins de celles-ci, de rencontrer le public, de faire le lien, la mise en relation public et entreprise, de faire tout le suivi tout le long du marché, de proposer des consolidations dans l'emploi, des suites de parcours, vraiment accompagner l'entreprise pour qu'elle puisse à un moment donné recruter la personne qui a pu travailler auprès d'elle sur les marchés. Et tout le volet service, donc tout ce qui est nettoyage, tri des déchets, espace vert, du coup,
c'est Karine et moi-même qui s'en chargeons pour tout le volet mise en relation avec l'entreprise, conseiller l'entreprise, proposer de consolidation également dans l'emploi. Donc, il y a une question de Madame Goulot-Martin qui prend en charge le coût de la prestation de la fabrique emploi et territoire. Donc, le coût de la prestation. Alors, Karine, peut-être que je te laisse. Je ne sais pas si elle est là. Oui, alors, je suis là. Je ne suis pas partie. Donc oui, en fait, on propose à chaque acheteur public une convention de partenariat avec une contribution financière pour suivre l'ensemble des la clause sociale de leur marché public. Et voilà, on propose à la commune, au comité de communes, ce type de convention pour assurer notre assistante à maîtrise d'ouvrage, on va dire. Voilà. Donc, une partie de cette convention couvre une partie de notre coût. Voilà. Seulement une partie symbolique. Voilà. Et qui permet de profiter de tous les services là qu'on a énumérés au niveau du guichet unique. Alors ensuite, il y a tout ce qui est ce que tu disais tout à l'heure, Élise, donc le contrôle et suivi de l'exécution des clauses sociales, c'est-à-dire que tous les mois, nous, on se charge d'envoyer aux acheteurs où en est la clause sociale sur leur marché, sur tout leur marché, s'il y a des difficultés, s'il y a des personnes qui vont être recrutées, dans quel cadre, etc. Et ensuite, à la fin de chaque marché, un bilan de celui-ci et à la fin de l'année, le bilan de tous les marchés qui se sont déroulés pour les acheteurs avec qui on a des conventions. Donc, voilà, pardon. Pour compléter la question de Madame Goulot-Martin, qui est ma collègue au département, en fait, nous, dans le cadre de nouveaux règlements qu'elle a expliqué tout à l'heure, où on va inviter ou même obliger en fait, les maîtres d'ouvrage à étudier la possibilité de closer ou pas le marché, pour le coup, le département indiquera à ses maîtres d'ouvrage que le coût de la prestation de la fabrique pourra être inscrit dans son budget et donc être pris en compte pour le soutien du département. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'aide accordée par le département au projet qui viendra aussi un peu prendre en charge le coût de votre prestation de la fabrique. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres... Est-ce que l'État prend ça en compte? Par exemple, bon, il bonifie la DETR, donc on peut dire que c'est une manière aussi de prendre ça en compte. La question elle était plutôt dans ce sens-là, en fait. Donc, qui prend en charge, c'est-à-dire... Alors, dans le cadre de la bonification DETR, lorsqu'il y a une bonification de 5%, le montant va bien au-delà du montant de notre convention. Voilà, c'est même bien plus. Ça dépend aussi du pourcentage, mais vraiment, nous, on souhaite avoir un coût symbolique et qui ne freine pas le développement des clauses sociales. Donc en tout cas, du côté de l'État, c'est plus que financé sur notre accompagnement. Voilà. Okay. Oui. Merci pour ce complément. Du coup, je relaisse la parole à Karine. Et moi, je voulais juste répondre à Madame Coulon par rapport à sa question, parce que finalement, on allait l'oublier. Vous souhaitiez avoir des compléments d'informations sur tout ce qui était marché de prestations intellectuelles. Oui, donc... un échange, un retour peut-être aussi des personnes qui ont été confrontées. On a parlé travaux, on a parlé marché de services, et je pense qu'on convient tous que c'est plus compliqué, c'est vraiment moins facile sur le volet des prestations intellectuelles. Et voilà, juste avoir votre retour, celle des participants. Est-ce que vous vous imposez ces clauses malgré tout dans cette forme de marché, ou est-ce que définitivement on s'oriente vers ce qui est beaucoup plus porteur a priori, travaux, services? Voilà, un échange. Est-ce que certains maîtres d'ouvrage souhaitent répondre à Madame Coulon Alors nous, à l'agglomération, on fait des tests. On fait des tests sur des petits marchés. Il y en a un notamment où on incite en fait les prestataires à proposer dans leur équipe, donc pour des prestations intellectuelles,
des personnes qui sont en difficulté de reprise d'emploi. Donc là, ce marché il est en cours de publication. Alors, comme voilà, ce n'est pas un critère obligatoire, on l'a mis comme souhait. Que si la société peut proposer quelqu'un qui est au chômage ou qui a des difficultés à retrouver dans son domaine de prédilection, en tout cas, ça pourrait lui donner un petit bonus dans sa note technique, mais sans obligation, donc on verra ce que ça donne. D'accord, oui, effectivement, ça peut être un bon moyen de ne pas non plus s'empêtrer dans des choses qui pourraient devenir difficiles, de ne pas l'imposer, mais d'en faire un bonus. Et c'est vrai que ça rebondit très, très exactement. Je pense que vous en avez parlé clairement longuement, avec notre MOE. La difficulté aussi qui peut se produire, c'est lancer un marché, avoir un prestataire de prestations intellectuelles qui n'est pas sur le territoire, qui rend difficile l'application. Pour autant, c'est vrai que je n'avais pas automatiquement en tête les marchés de services, mais ça peut être éventuellement, même dans ce type de marché, peut-être un bon biais pour inciter les gens à insérer des gens. Si je peux me permettre, au niveau de Nièvre Habitat, on a essayé, c'est assez compliqué et je serais plutôt, moi, intéressée à ce qu'on développe une action au niveau de la fabrique avec, alors pour ce qui concerne encore le bâtiment, je suis désolée, mais avec les maîtrises d'œuvre, c'est-à-dire architectes, bureaux d'études. On s'aperçoit qu'ils ne sont pas forcément sensibilisés au sujet. Nous, on essaye de les sensibiliser, mais ils ont des besoins très pointus. Et pour autant, si on veut le développer sur les prestations intellectuelles, je pense que c'est aussi ce genre de prestataire qu'il faut démarcher. Moi, je serais assez intéressée à ce que, avec le groupement des architectes de la Nièvre, peut-être, avec des architectes qui seraient volontaires pour s'engager dans ce genre de choses, ou des bureaux d'études, on puisse expérimenter des choses, peut-être avec l'appui de la fabrique. Mais je pense que ça passe comme ça a pu être fait depuis des années et des années avec le secteur BTP. Ça passe par de la sensibilisation, de l'explication et puis de la vulgarisation, entre guillemets, de qu'est-ce que ça veut dire d'embaucher quelqu'un dans le cadre des clauses sociales sur de la prestation intellectuelle. Parce que nous, on se heurte effectivement à une difficulté. On ne peut pas le rendre obligatoire comme on le fait sur nos travaux, parce qu'on a trop peu de prestataires prêts à tenter l'aventure, en fait. Et je pense qu'il faut les rassurer pour qu'ils expérimentent ça au moins une première fois avec nous. Et ça pourrait être aussi, du coup, quelque chose à insérer qui pourrait permettre de donner une bonification. J'entends Madame Duquesne sur le sujet, une bonification dans les analyses pour retenir maîtres d'œuvre et bureaux d'études nivernais, ou en tout cas les plus locaux possibles. Je suis complètement d'accord avec ça. Et j'imagine même que pardonnez-moi de vous couper, je pense même que les BE pourraient être force de proposition en ayant une présentation comme là, ici, aujourd'hui. Il y a certainement intellectuellement des choses qu'ils n'ont pas explorées. Ils se focalisent, si je reprends l'exemple de notre EMOE avec qui on a parlé de ça, et voilà, qui disait, oui, mais ingénieur spécialisé. Mais même un BE fonctionne avec bien d'autres personnes que ça. Donc voilà, ce serait une éventualité. Et voir comment on peut rebondir, faire le lien, si d'aventure ils sont, et comme c'est souvent le cas, dans un autre département, est-ce qu'on peut faire le lien avec vos homologues? Alors, je vais conclure un petit peu tous vos échanges et c'était très intéressant tous vos propos. Donc oui, dans la Nièvre, il n'y a pas pour le moment de clause sociale sur les marchés de maîtrise d'œuvre. Ça se fait au niveau national depuis quelques années, ça se fait de plus en plus même en milieu moins urbain et même rural. Donc c'est un de nos objectifs aussi d'étudier un peu ces possibilités dans les marchés de maîtrise d'œuvre en rencontrant les différents acteurs de ces marchés de maîtrise d'œuvre. Et en les sensibilisant, comme bien vous l'avez dit, Madame Remillet et Madame Coulon, et après de bien déterminer la clause sociale en fonction des possibles sur le territoire. Donc voilà, ces derniers temps,
on était un petit peu moins au niveau RH sur le guichet. Maintenant, nous sommes de nouveau 2. On va pouvoir de nouveau un peu expérimenter sur d'autres secteurs. Et les marchés de maîtrise d'œuvre sont une possibilité qu'on souhaite développer. Et certains acheteurs aussi nous ont aussi donné un petit peu leur ambition de pouvoir tenter aussi cela avec nous. Mais avant, nous voulons vraiment bien étudier les choses et connaître les possibles sur notre territoire et sur les acteurs en local ou en proximité, on va dire. Voilà sur cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'ordre de la web rencontre? Parce qu'après, je vais conclure. Donc, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Moi, je voudrais rebondir sur ce que j'ai entendu par rapport aux maîtrises d'œuvre, parce qu'effectivement, je pense que c'est effectivement bien de creuser cette question, parce que je comprends aussi de leur côté où ça ne doit pas être simple, parce qu'effectivement, ils sont sur des choses très spécifiques, soit des compétences très, très diplômées, ou alors l'utilisation en fait, d'outils, de logiciels qui demandent aussi à se former. Et que derrière, ils ont souvent des timings assez contraints et une charge de travail assez énorme, où ils ont besoin du coup de faire des choses avec efficacité. Donc, c'est vrai que ça ne doit pas être simple pour ces bureaux d'études d'avoir recours à ce dispositif. C'est vrai qu'il faut voir sur notre territoire ce qui est possible, effectivement. Je permets vu qu'on a beaucoup d'acheteurs présents, une fois par an, on réunit l'ensemble des acheteurs qu'on appelle les comités des acheteurs publics pour donner un peu des actualités sur les clauses sociales et pour donner aussi compte d'actions qu'on a menées. Et donc, lorsqu'on aura sollicité l'ensemble des acteurs sur les marchés de maîtrise d'œuvre et de prestations intellectuelles, on pourra vous rendre compte de nos rencontres et puis échanger sur cette thématique au prochain comité des acheteurs, donc soit en fin d'année 2021 ou en 2022. Ce sera plus en 2022, le temps qu'on puisse faire ce travail et pour vous rendre compte de ça et puis voilà, et regarder les possibles sur ces marchés-là avec l'ensemble des acheteurs. Donc voilà, pour rebondir suite à ce que Madame Juste disait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de conclure cette web rencontre. Donc déjà, merci vivement de votre participation qui a été dynamique malgré la web conférence et ça, je vous en remercie. On vous envoie de toute façon prochainement le bilan 2020 des clauses sociales sur le département de la Nièvre. Également, on va vous envoyer le support de présentation et également le lien YouTube pour revoir cette vidéo, parce qu'on a enregistré la webconférence. Donc, si certains de vos collègues veulent revoir la vidéo, c'est possible. De toute façon, nous, on est à disposition avec Maëva pour répondre à toutes questions par mail, par téléphone. On peut aussi venir vous rencontrer dans l'éco de la mairie de la communauté de communes. Et voilà, alors comme vous avez bien compris, il y a des bonifications au niveau de la DETR et au niveau de contrat de territoire auprès des EPCI qui va demander à chaque marché d'être interrogé sur la possibilité d'intégrer une clause sociale. Voilà, pour vous dire, pour finir cette journée. Karine, oui. Juste, pour le département, il n'y a pas de bonification. Oui, c'est une obligation. Hein. Oui. C'était une obligation. Merci de me corriger. J'ai fait un raccourci, plus que raccourci. On va dire que la bonification, c'est l'enveloppe territoriale accordée aux EPCI pour mener à bien leur projet. C'est ça, donc c'est une obligation on va dire, contacter le guichet pour étudier si le marché peut intégrer une clause sociale et quel type de clause sociale. Voilà. Et ben, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Surtout, merci vivement d'être présent, d'avoir été présent et plus que dynamique. Et j'espère pouvoir vous revoir physiquement à une prochaine réunion pour pouvoir en échanger de vive voix. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Merci, bonne journée. Merci à vous, bonsoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.